Bonsoir et merci de nous rejoindre pour faire le tour de l'actualité en Moselle. Voici les titres de ce mardi 14 mars. Dans cette édition, on s'intéressera à la mobilité et notamment à la future ligne C du Métis entre Marly et Montigny qui ne fait pas l'unanimité parmi les riverains. À quoi ressemblera l'éclairage public dans le futur? La start-up Green Tech Innovation installée à Blida promet un véritable changement en matière d'énergie dans nos communes. Et nous reviendrons sur ce match entre le FC Metz et le Havre avec ce score de 1-1. Les Grenats ont manqué l'occasion de prendre la deuxième place de Ligue 2. La météo s'améliore, le ciel sera partagé entre nuages et éclaircies toute la journée de mercredi. Les températures vont chuter et ne dépasseront pas les moins 1 degré le matin. 9 degrés sont attendus au plus haut. Qu'est-ce que la liberté, qu'elle soit collective, individuelle, publique ou fondamentale? De vastes questions qui auront toute leur place au cœur du Festival des idées Polythéia. Une première édition qui aura lieu du 16 au 19 mars, organisée par la ville de Thionville et l'association des mots et débats. Jackie Elfgott, bonsoir. Bonsoir Irani. Vous êtes adjoint à la culture et en charge de cet événement. Vous allez nous détailler la programmation dans un instant. Programmation en présence notamment de la ministre de la Culture. Mais d'abord, on va développer le reste de l'actualité. La saga autour du contournement nord-mosellan de l'A31 bis continue. La Commission nationale du débat public a rendu son rapport. Après 8 réunions organisées entre fin novembre et début février, la synthèse met en avant les nombreux participants réfractaires qui jugent le projet inutile, trop coûteux et à contre-courant écologique. On y retrouve bien sûr les témoignages des défenseurs de l'A31 bis qui souhaitent une réalisation rapide pour désengorger la circulation devenue invivable, mais aussi les témoignages de ceux qui proposent des solutions alternatives comme la diminution des passages de poids lourds avec une taxe, la création de plus d'aires de covoiturage ou encore un investissement dans le ferroviaire. Concernant le choix des tracés, le F5 avec tunnel de surface ou tunnel profond soutenu par le maire de Florange et le tracé F10 avec viaduc sont les plus décriés. Le tracé 4 apparaît alors comme un moindre mal par les participants car ne demande pas d'expropriation ou encore de déforestation. En revanche, le péage suscite de vives inquiétudes tant sur son intérêt que sur le coût qui pèserait sur le budget des ménages. Désormais, c'est au tour du préfet de la Moselle, Laurent Touvet, de faire connaître son choix du tracé d'ici la fin du premier semestre. En attendant, vous pouvez découvrir l'intégralité de ce rapport sur le site a31bis.fr. Autre sujet de discorde en matière de mobilité, la ligne C du Métis reliant Montigny-lès-Metz et Marly. Hier soir, une réunion d'information publique concernant ce projet s'est tenue devant les habitants de l'Eurométropole. 2 des 4 scénarios envisagés ont été présentés. Les détails avec Colline Mexpert. Seule certitude pour l'instant, la future ligne C du Métis reliera Marly à Montigny-lès-Metz en passant par le centre-ville messin. Mais l'heure est encore à la concertation avec 2 des 4 scénarios envisagés. L'un est identique à celui proposé en 2022 avec l'ajout d'une piste cyclable bidirectionnelle. Le second a été dévoilé lors d'une réunion publique. Le bus aura sa voie propre réservée dans le sens Marly vers Metz. Et dans l'autre sens, le Métis s'est mélangé à la circulation. Un scénario qui prévoit également une piste cyclable et a pour vocation d'alléger la circulation. Dans tous les cas, la ligne C passera par la place de la République et facilitera l'accès à la gare. 12 000 usagers au quotidien sont attendus sur cette ligne, soit un tiers de plus que la fréquentation actuelle du réseau Liane. Les bus sont souvent blindés aux heures de pointe et parce qu'on met plus d'une demi-heure, c'est très long. Alors que si ils sont plus confortables, plus de capacité, et si on met 40% de temps en moins, beaucoup d'utilisateurs aujourd'hui de la voiture prendront le bus, même si d'autres continueront en voiture. Cette création de ligne à 65 000 € devrait voir le jour en 2025 pour un gain de 6 minutes par trajet, mais ne fait pas consensus. Au terme des 4 heures de réunion, les avis restent mitigés. Pour 6 minutes dans une journée de 24 heures, faire autant de frais et déranger beaucoup de monde, ça n'est pas valable. Je suis contente qu'il y ait une piste cyclable, que l'avenue du 20e corps soit moins encombrée, certainement. Je n'ai toujours pas compris à quoi ça servait de dépenser 60 millions d'euros. Et en plus, je préférerais qu'on achète des bus électriques ou hydrogène, par exemple. 60 millions de dépenses quand même.
Donc de nouveau, l'impôt foncier va encore augmenter. Forcément, une piste bidirectionnelle qui se présente d'un côté, ça va être forcément plus facile, plus agréable et surtout plus sécurisé. Aujourd'hui, on voit bien qu'on avantage les pistes cyclables au détriment des commerces. Côté commerçants, les suppressions de certaines places de parking font grincer des dents. Les élus iront d'ailleurs prochainement à leur rencontre avant la concertation d'utilité publique qui devrait débuter à l'automne prochain. C'est le moment d'ouvrir un livre. Après le succès de la première édition, le Centre national du livre et le ministère de l'Éducation et de la Jeunesse ont relancé l'initiative du quart d'heure de lecture nationale. Exemple au cœur du collège La Fontaine à Saint-Avold. Arrêter le pays pour lire, c'est ce que souhaite en tout cas le Centre national du livre, en collaboration avec le ministère de l'Éducation et de la Jeunesse. Déjà, la lecture en général, c'est sûr que ça aide pour le français, pour la culture générale. Et puis, de prendre un petit temps de lecture comme ça ou de silence, je pense que ça fait aussi un petit peu du bien à tout le monde de se recentrer, de se concentrer. Et puis peut-être d'avoir un déclic pour la lecture qu'on n'aurait peut-être pas avec les livres qu'on étudie en classe, par exemple. Ça fait du bien de ne pas tout de suite commencer avec un cours. Mais ça peut aussi être bien pour certains élèves qui n'ont pas l'initiative d'eux-mêmes de lire chez eux. Une tradition ou un loisir, appelez ça comme vous le voudrez, mais ce qui est certain, c'est que la lecture attire de moins en moins de monde. Difficile de rivaliser avec l'instantanéité des stimuli que peuvent offrir Netflix, TikTok ou Dailymotion, mais heureusement, certains sont là pour se battre, pacifiquement bien sûr, grâce à par exemple un club de lecture au sein du collège. On participe au concours Moselle Lire et par ailleurs, on a en même temps qu'on a le club lecture, on a aussi une partie club journal, donc lecture et écriture. 3 élèves de 3e font un journal scolaire. C'est plus facile en orthographe, en grammaire et en conjugaison. Et ça me fait aussi passer le temps sans forcément être sur mon téléphone. Là où certains pensaient passer un sale quart d'heure, force est de constater que les élèves se sont pris au jeu. Entre les romans, les bandes dessinées et les mangas, il y avait forcément de la lecture pour chacun. Après le succès de la précédente édition et de celle-ci, Regina Chondo, présidente du Centre national du livre, espère faire une tradition de cette exception. Je cite, « Ensemble, faisons des Français un peuple de lecteurs ». Notre territoire est attractif et innovant, on en parle dans la chronique du jour. C'est l'heure de la rubrique éco avec le journal économique Eurométropole de Metz et Moselle sans limite. Notre territoire semble attractif puisqu'il attire régulièrement des investissements étrangers. Dans le Grand Est, 150 projets ont été recensés, soit une hausse de 4,8% par rapport à 2021. Des investissements qui ont permis de maintenir ou de créer 4779 emplois. Et c'est bien la Moselle qui a accueilli le plus de projets. D'ailleurs, d'autres implantations ont été dévoilées, notamment il y a quelques semaines, comme Infinity Loop à Saint-Avold pour 450 millions d'euros. Il s'agira d'une méga-usine de production de plastique recyclé. Parmi les pays investisseurs en Moselle, on retrouve l'Allemagne qui se classe en haut du tableau, suivi des Pays-Bas et de la Belgique. Rencontre maintenant avec la start-up Green Tech Innovation installée à Blida. Elle s'affirme depuis quelques années comme la référence en matière d'innovation dans le domaine de l'éclairage public. Elle promet un véritable changement de paradigme pour les communes en matière d'énergie. Les explications de Jean Milon. À quoi ressembleront les villes de demain? Ici, on y travaille depuis quelques années. Grâce à cette innovation, fini l'éclairage public trop énergivore et coûteux. Alors ce qu'il faut savoir avec nos luminaires, c'est qu'ils produisent beaucoup plus d'énergie qu'ils n'en consomment, environ 60% de plus. Et donc ça nous a forcé aussi à nous intéresser au stockage, donc tout ce qui est batterie, etc. Il y a de l'énergie en gros par l'agitation des électrons qui est à l'intérieur et cette énergie, elle se transforme du coup de l'énergie solaire vers l'énergie électrique. Donc l'énergie électrique, soit on peut l'utiliser directement, soit il faut la stocker de manière électrochimique, d'où les batteries. En d'autres termes, ce luminaire ne se contente pas d'être autosuffisant. Il permet d'effacer totalement les factures d'électricité et même de générer de nouvelles rentrées d'argent. Si la start-up Messine s'est positionnée sur ce marché, c'est que 3/4 des installations dans le monde ont plus de 25 ans et deviennent donc obsolètes. On a regardé d'un peu plus près en fait, le domaine de l'éclairage public où il y avait plusieurs décennies où il n'y avait pas eu d'autre innovation que le passage à la LED. Et c'est tout naturellement qu'on s'est dit 9,5 millions de points lumineux en France, 90 millions en Europe, 320 millions dans le monde. Et un peu plus de 75% de tous ces luminaires sont très énergivores et consomment entre 8 et 10 fois plus que des luminaires à LED. Les lampes connectées de la start-up ont donc de quoi attirer les convoitises.
D'autant plus qu'avec cette énergie supplémentaire, produite et stockée par le luminaire, David et ses collaborateurs peuvent greffer des objets connectés dirigés par l'intelligence artificielle. On est aujourd'hui à la 3e génération en fait, de luminaires autonomes intelligents, le Solary Light, et qui vient agréger en fait, d'autres services, notamment les services de la Smart City, tels que l'ajout de caméras qui sont très peu énergivores, d'affichage dynamique, de capteurs environnementaux, tels que les capteurs de qualité d'air ou de pollution, qui viennent en fait, là encore une fois, s'alimenter directement au niveau de la solution Solary Light. Aujourd'hui, la solution de Green Tech Innovation est déjà commercialisée. De nombreuses grandes villes en France, mais aussi dans le monde entier s'y intéressent. L'année prochaine, une première usine dans le Grand Est devrait faire passer encore un cap à la start-up. Aujourd'hui, 14 mars, nous sommes à 500 jours avant le démarrage des Jeux Olympiques de Paris 2024. La Moselle, labellisée Terre de Jeux, se prépare à cet événement. Le département accueillera le passage de la flamme, notamment devant la maison Robert Schuman, mais aussi des délégations comme celle des Philippines au centre sportif Academos. De leur côté, de nombreux sportifs mosellans rêvent de porter le maillot de l'équipe de France. Tour d'horizon avec Arnaud Demerlet. Le compte à rebours est lancé. 500 jours avant le grand moment, la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques à la maison, sur le sol français. Certains athlètes mosellans ne pensent qu'à ça, y compris en se rasant. À commencer par Olivier Krumbolz. Pour sa dernière sur le banc de l'équipe de France de handball féminin, le sélectionneur rêve de finir en apothéose et de décrocher une 2e médaille d'or. On devrait y retrouver quelques dragonnes, telles que Chloé Valentini, Lucie Granier, voire Emma Jacques, les gardiennes Camille Depuisé et Atadou Sako. Même son de cloche pour le voipicien Vincent Gérard, dernier rempart des handballeurs français, champion olympique à Tokyo. Quentin Bigot, 5e au Japon, vise lui clairement le podium à Paris dans sa discipline du lancer de marteau. Il devra sans doute aller au-delà des 81 mètres pour y parvenir. Toujours en athlétisme, Yann Schrub met toutes les chances de son côté pour se qualifier sur 10 000 mètres. Le Sarregueminois monte en puissance depuis sa breloque en bronze lors des derniers championnats d'Europe. En tir à l'arc, Lisa Barbelin et Caroline Lopez ont des arguments à faire valoir et devraient participer à la fête, alors que le tennisman Hugo Humbert doit poursuivre sa remontée au classement ATP pour fouler les cours de Roland-Garros. Enfin, Aurélie Muller, la nageuse de Sarreguemines, n'a pas dit son dernier mot en eau libre et veut briser sa malédiction aux Jeux Olympiques 8 ans après la tragédie de Rio. Tous comptent bien hisser le plus haut possible les couleurs mosellanes sur le devant de la scène olympique. Le zéro déchet, ça vous connaît ? L'atelier de Sego à Florange fabrique une multitude d'objets réutilisables, lavables et multifonctionnels et Ségolène propose ses produits en vente directe. Récemment, elle a reçu le label Qualité Moselle. Une étape de plus dans l'histoire de son entreprise. Reportage de Lucie Philippot. Les yeux rivés sur sa machine, Ségolène finalise sa pièce. Chaque couture, détail et matière est pensée intelligemment. J'utilise essentiellement et uniquement des tissus en fait qui sont Ghost ou Ecotex. Quand on dit Ghost ou Ecotex, en fait, ce sont des tissus qui ne sont pas en fait trempés dans des grosses cuves avec des produits chimiques. On peut le mettre très facilement aux personnes qui ont des problèmes de peau. Une fois devenue maman, Ségolène ne trouvait pas forcément ce qu'elle voulait en grande surface pour sa fille. Elle s'est donc remise à la couture. Au fil des mois, son activité prend de l'ampleur. Elle décide donc de quitter son travail au Luxembourg pour monter sa boîte en 2019. J'ai voulu vraiment faire des choses qui pouvaient en fait changer un petit peu le quotidien de tout le monde en faisant un petit peu des économies ou en se disant ah bah tiens je fais un petit geste pour la planète et puis pourquoi pas devenir un peu plus zéro déchet dans le quotidien de tout le monde quoi. Coton, serviettes, lingettes, coffrets, la couturière propose une large gamme de produits. Le zéro déchet devient de plus en plus tendance. Bonjour. Bonjour. Ségolène vend sur les marchés, mais aussi directement chez elle, dans sa boutique. C'est des choses déjà faites locales, maison. Donc faire marcher les artisans du coin. Et la plupart des tissus sont hypoallergéniques, donc j'achète aussi beaucoup pour mon bébé, pour ma petite fille de 6 mois. Et puisque sa petite entreprise ne connaît pas la crise, récemment, la jeune femme a reçu le label Qualité Moselle,
Une reconnaissance pour l'atelier de Ségo. Serviettes de table réutilisables en essuie-tout et labellisées Moselle. Les petits essuie-mains pour la cuisine sont labellisés Moselle. Il y a aussi les pochettes à couvert, bandeau beauté, lot de 7 plus petit panier et les bivraps. Et avec des idées plein la tête, Ségolène pense déjà aux produits d'été. Affaire à suivre. Et si on parlait de liberté maintenant, c'est le thème de la première édition du Festival des idées Politeia à Thionville. Notre invité nous en dit plus. Jacques Elfgott, bonsoir. Vous êtes adjoint au maire de Thionville en charge de la culture avec l'association Des mots et débats. Vous organisez la première édition du Festival des idées Politeia à Thionville. Ça sera du 16 au 19 mars. Le thème choisi, c'est la liberté. Tout est parti de là. Tout est parti de là, absolument. C'est d'abord, j'ai été frappé pendant la période de confinement de la réaction de pas mal de citoyens français qui reprochaient un peu cette absence de liberté par le port du masque, par le confinement, par l'obligation de vaccination, alors que toutes ces propositions et ces décisions étaient faites pour les protéger et non pas pour aller leur faire du mal, bien au contraire. Et cette espèce de disproportion entre une non-compréhension de contraintes, peut-être une sensation pour la plupart de ces gens, d'une suppression de liberté, a entraîné chez moi le profond désir d'évoquer cette notion de liberté et d'en parler. Donc au départ, c'était simplement peut-être un colloque avec 2-3 conférenciers pour leur dire que la liberté, c'est pas faire ce qu'on veut faire, bien entendu, qu'il y a un certain nombre de règles, de contraintes dans une société pour justement que la liberté puisse s'exprimer. Et puis j'ai pensé à ce moment-là à l'association Des mots et débats, dirigée par Pascal Didier, qui depuis déjà quelques années à Thionville évoque des sujets importants de société. Et je me suis dit qu'il serait intéressant de faire un partenariat avec l'association Des mots et débats et d'aller un peu plus loin. Et l'idée d'un colloque sur la liberté s'est transformée en un festival des idées avec plus de 60 conférenciers et 30 tables rondes sur la liberté. Justement, j'allais vous demander comment va se décliner ce festival. Ce sont uniquement des tables rondes, c'est ça? Donc du débat. Alors, c'est aux 3/4 effectivement des tables rondes. Il y a quelques conférenciers solitaires, en particulier les 2 grands entretiens qui sont faits par des hommes, alors politiques, mais je veux dire qu'au départ, c'est les hommes de lettres que j'ai invités. D'abord. Donc Bernard Cazeneuve et Édouard Philippe, grand entretien, ils seront seuls. Et puis des leçons d'histoire avec Pascal Horry, avec Thierry Lenz, et puis 2 leçons de philosophie avec Michael Fessel et je trouverai le nom qui va me revenir immédiatement. On peut passer à la suite, le temps peut-être que ça vous revienne oui, tout à fait, un petit peu plus loin dans cet entretien. Des thématiques très variées, la liberté c'est très vaste. Est-ce qu'il y a certaines thématiques qui vous tiennent à cœur? Bien entendu, et je vais les évoquer, en particulier les complotistes aiment-ils la liberté? Sommes-nous toujours dans un pays libre? L'Europe est-elle une terre de liberté? La liberté d'informer est-elle menacée? Et à ce propos, je peux préciser que sur cette table ronde, nous aurons la participation de la ministre de la Culture, qui nous fait le grand honneur de reconnaître notre manifestation, d'y participer et de participer à une table ronde aussi. Je crois que c'est véritablement une consécration pour ce festival. Vous avez parlé de quelques invités déjà. Ce sont des invités politiques, des écrivains, des journalistes, des historiens, des personnes qui ont l'habitude de débattre. Et pourtant, ce festival s'adresse à tous. Comment vous allez faire pour vulgariser justement ? Eh bien, je crois qu'effectivement, il ne faut pas réduire ce festival à un colloque d'intellectuels, mais leur demander d'ouvrir le débat et de faire participer peut-être les gens qui seront présents dans la salle et effectivement de leur demander d'exprimer leurs sentiments sur la liberté, non pas simplement en répondant à des questions entre eux, d'où l'importance d'avoir des modérateurs. Il est très important, le modérateur a un rôle fondamental à jouer dans ces tables rondes et de donner leur point de vue sur la liberté à un public et pas simplement un échange et un débat entre intellectuels qui sont essentiellement des historiens, des philosophes, qui ont l'habitude
participer ou de débattre entre eux. Voilà, tout à fait. Est-ce que vous vous attendez justement à des échanges musclés, puisque ça touche, pas mal de thématiques touchent de l'actualité encore en cours? Alors, j'irai pas jusqu'à des échanges musclés, mais je pense qu'il y a des points de vue qui sont un peu différents et qui vont prendre plaisir à débattre, voilà, de manière très ouverte. Merci beaucoup pour toutes ces informations. Je rappelle donc les dates de ce festival du 16 au 19 mars. Entrée libre, ouvert à tous bien évidemment pour débattre autour de la liberté. Le programme est à retrouver, j'imagine, sur le site internet. Sur le site internet de la ville, sur les réseaux sociaux, largement diffusé. Et puis pour les Thionvillois, dans tous les lieux de culture de la ville de Thionville, le puzzle, le théâtre, office de tourisme bien entendu, mairie, etc. etc. Merci beaucoup d'avoir participé. À bientôt. C'est moi qui vous remercie. Et je vous souhaite une bonne soirée. Merci beaucoup, Irène. Elle avait été volée au mois d'août 2021. Je parle bien sûr de la statue emblématique, la Lorraine qui pleure, installée sur le monument aux morts français de Noiseville depuis 1908. Elle sera bientôt de retour puisqu'une convention de souscription a été signée ce lundi en mairie entre la Fondation du patrimoine et le Souvenir français. L'objectif de cette convention est de recréer une statue identique qui sera financée par la DRAC et la Fondation du patrimoine, mais aussi de développer l'aménagement autour de ce monument pour l'inclure dans un circuit mémoriel de 1870. L'inauguration du site est prévue en octobre 2023 avec bon espoir que Stéphane Bern, parrain de l'association, fasse partie des invités. Merci beaucoup de nous avoir suivis pour la suite de votre programme. L'équipe de Graouli Mag vous attend pour débriefer sur le match face au Havre. Très belle soirée sur Moselle TV et à demain.